Miguel Ramirez n'aurait jamais imaginé que 8 années de sa vie seraient volées par des mensonges. 8 années à jamais perdues. Lorsqu'il parvint enfin à prouver son innocence et fut libéré de la prison industrielle, ses mains tremblaient en tenant les documents confirmant l'erreur judiciaire qui avait détruit sa famille. Il marchait lentement sur le chemin poussiéreux qui menait à sa vieille maison dans la campagne de Los Pinos, le cœur battant la chamade. Au loin, la silhouette d'une petite maison en bois se dessinait entre les arbres, celle-là même où il avait laissé sa femme, Patricia, et leurs 4 jeunes enfants. Mais quelque chose clochait. Le toit était en pente, la peinture des murs s'écaillait complètement et il n'y avait aucune trace de vie. En s'approchant et en apercevant 4 enfants sales et maigres debout sur la véranda d'une maison qui tenait à peine debout, Miguel dut s'appuyer sur la porte en bois pourri pour ne pas tomber. Le plus grand des garçons, qui devait avoir une quinzaine d'années, le regarda avec un mélange de surprise et d'incrédulité qui lui déchira le cœur. « Papa » murmura Alejandro, le fils aîné, n'en croyant pas ses yeux. « Bonjour, mes enfants » parvint à dire Miguel d'une voix tremblante, stupéfait de voir à quel point ils avaient changé. Daniela, qui n'avait que 7 ans lors de son emprisonnement, en avait maintenant 15 et paraissait bien plus âgée. Les jumeaux, Carlos et Andrés, qui avaient 3 ans à l'époque, en avaient maintenant 11 et le regardaient comme un étranger. « Où est votre mère » demanda Miguel, remarquant que les vêtements des enfants étaient déchirés et sales et qu'ils semblaient ne pas avoir été lavés depuis plusieurs jours. « Elle est partie il y a 2 ans, répondit Alejandro d'une voix rauque et totalement déplacée pour son âge. Elle nous a laissés ici et n'est jamais revenue. Les jambes de Miguel fléchirent. 8 ans d'emprisonnement injuste et voilà qu'il apprenait que ses enfants avaient été abandonnés 2 ans plus tôt, vivant seuls dans une maison qui tombait littéralement en ruine. « Comment avez-vous survécu » demanda-t-il en montant les marches de la véranda qui grinçait sous ses pieds. « Du mieux qu'on a pu » répondit Daniela en croisant les bras, sur la défensive. Alejandro travaille à temps partiel en ville. Je m'occupe des plus jeunes et on cultive aussi quelques légumes dans le jardin. Miguel contempla les visages émaciés de ses enfants et ressentit un étrange mélange de fierté et de désespoir. Fierté, car ils avaient survécu. Désespoir, car ils n'auraient jamais dû avoir à traverser une telle épreuve. « Papa, pourquoi nous as-tu abandonnés » demanda Andrés, le plus jeune des jumeaux, les yeux remplis de larmes. « Je ne suis pas parti, mon fils. J'ai été arrêté pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais maintenant, j'ai prouvé mon innocence et je suis revenu pour prendre soin de vous, » expliqua Miguel en s'agenouillant devant les enfants. « Mensonge » hurla Alejandro, les yeux flamboyants de rage. « Si tu étais innocent, tu ne serais pas resté assis ici aussi longtemps. Maman a dit que tu étais un voleur et que tu ne reviendrais jamais. » Ces mots frappèrent Miguel comme un coup de poing dans l'estomac. Patricia avait menti aux enfants, leur avait fait croire à sa culpabilité et les avait délibérément abandonnés. « Alejandro, je sais que c'est difficile à croire pour toi, mais j'ai des documents qui prouvent mon innocence, » dit Miguel en sortant des papiers froissés de sa poche. « Je ne veux voir aucun papier » s'écria le garçon, les larmes ruisselant enfin sur son visage sale. « Tu n'étais pas là quand maman a commencé à boire. Tu n'étais pas là quand elle a fait entrer des inconnus à la maison. Tu n'étais pas là quand elle est tombée malade et qu'elle est devenue maigre comme un clou. Et tu n'étais pas là quand elle est partie une nuit, ne laissant qu'un mot disant qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. » Chaque mot prononcé par Alejandro était un coup de poignard en plein cœur pour Miguel. Il avait perdu 8 années de la vie de ses enfants, et il comprenait maintenant qu'ils avaient enduré bien plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. « Pardonne-moi, mon fils, pardonne-moi de ne pas avoir pu prouver mon innocence plus tôt, » dit-il en ouvrant les bras pour embrasser le garçon. « Non, » répondit Alejandro en reculant d'un pas. « Maintenant, tu veux revenir et te comporter comme si tu étais notre père. On n'a pas besoin de toi. On a survécu tout seul. »« Alejandro, s'il te plaît » demanda Daniela en posant la main sur l'épaule de son frère. « C'est notre père. Il ne représente rien pour nous. » cria Alejandro avant de se précipiter dans la maison. Miguel se tenait sur la véranda, observant les 3 autres enfants qui le regardaient avec curiosité et crainte. La maison était dans un état déplorable, le plancher était branlant, le toit était percé de trous laissant entrevoir le ciel, et l'odeur de moisi et d'humidité était insupportable. « Papa, tu restes » demanda timidement Carlos. « Oui, mon fils. Je resterai et je ne partirai plus jamais, » promit Miguel, retenant ses propres larmes. « Tu vas réparer la maison ?
demanda Andrés. Quand il pleut, notre chambre est inondée. Je vais tout arranger, mes enfants. Je prendrai bien soin de vous, dit Miguel, sachant pertinemment qu'il n'avait aucune idée de comment il s'y prendrait. Il sortit de prison avec pour seul bien les vêtements qu'il portait et les 50 pesos que l'État versait aux anciens détenus. Daniela s'approcha lentement de lui et lui toucha la main. « Papa, je me souviens que tu me chantais une chanson quand j'étais petite, dit-elle doucement. Tu chantais une chanson sur une hirondelle. » Le cœur de Miguel se réchauffa. Au moins un de ses enfants gardait de bons souvenirs de lui. « Hirondelle, hirondelle, pourquoi voles-tu depuis l'étranger » chantait-il doucement. « C'est celui-là » sourit Daniela pour la première fois depuis son retour. « Papa, j'ai faim » dit Andrés en se frottant le ventre. « Moi aussi » a ajouté Carlos. Miguel regarda autour de lui et réalisa qu'il n'y avait pas de nourriture. « Que as-tu mangé aujourd'hui » ? « Rien, répondit Daniela. Alejandro comptait aller en ville pour gagner de l'argent, mais il n'y est pas allé parce que tu es venu. Le désespoir submergea Miguel. Ses enfants mouraient de faim et il ne possédait rien. Attends ici, dit-il en sortant 50 pesos de sa poche. Je vais au magasin de Doña Mercedes acheter quelques trucs. Papa, Daniela lui prit la main. Doña Mercedes ne nous prête plus d'argent. Maman lui a laissé une grosse dette avant de partir. Miguel soupira profondément. 50 pesos ne suffiraient pas longtemps, mais au moins les enfants auraient de quoi manger aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, ma fille. J'ai de l'argent, mentit-il pour ne pas les inquiéter davantage. En se rendant à pied à une petite boutique à quelques kilomètres de chez lui, Miguel tentait d'assimiler tout ce qu'il venait d'apprendre. Patricia avait abandonné les enfants 2 ans auparavant. Cela signifiait que sur ces 8 années de prison, les enfants avaient vécu 2 ans complètement seuls, se débrouillant les uns pour les autres. La boutique de Doña Mercedes était identique à ce qu'elle était il y a 8 ans, les mêmes étagères en bois, le même comptoir usé. Doña Mercedes, aujourd'hui âgée de plus de 70 ans, la reconnut immédiatement. « Miguel, dit-elle, les yeux écarquillés. Es-tu sorti de prison ?»« Je suis parti, Doña Mercedes. »« J'ai prouvé mon innocence, » répondit-il, essayant de préserver sa dignité. « murmura-t-elle, visiblement incrédule. « Et que voulez-vous ici ? J'ai besoin de nourriture pour mes enfants. Ils sont dans une situation désespérée. » Elle croisa les bras sur sa poitrine. « Votre ex-femme me doit plus de 300 pesos et a disparu. Comment savoir que vous ne ferez pas la même chose ? » J'ai de l'argent, dit Miguel en brandissant 2 billets de 25 pesos. J'ai juste besoin de riz, de haricots et de quoi nourrir les enfants aujourd'hui. La femme hésita, en regardant l'argent. D'accord, mais seulement en espèces. Miguel acheta 2 kilos de riz, 1 kilo de haricots, un demi-kilo de viande hachée, de l'huile, du sel et quelques bananes. Il ne lui restait plus d'argent, mais au moins les enfants auraient de quoi manger pour quelques jours. À son retour chez lui, Alejandro était assis près de la porte, le regard perdu au loin, le visage sombre. « J'ai apporté à manger, » dit Miguel en montrant le sac. « Avec quel argent ?» demanda Alejandro, incrédule. « L'argent que j'avais, » mentit de nouveau Miguel. « Tu mens. Personne ne sort de prison avec de l'argent caché. Où l'as-tu trouvé ?» Miguel soupira. Il était impossible de tromper son fils aîné. Voilà l'argent qu'ils m'ont donné à ma sortie de prison. 50 pesos. Et tu as tout dépensé ? La voix d'Alejandro était pleine de colère. Et qu'est-ce qu'on mangera demain ? Je vais trouver quelque chose, mon fils. Qu'est-ce qui se passe ? Tu n'as ni travail, ni argent, ni rien. S'exclama Alejandro. Et ces paroles frappèrent à nouveau Miguel comme une tempête. Et vous croyez encore que vous pouvez prendre soin de nous ? S'écria Alejandro en serrant les poings. J'ai été forcé de grandir trop vite. J'ai dû quitter l'école pour travailler. J'ai dû voir Daniela pleurer la nuit parce que sa mère lui manquait. J'ai dû mentir aux voisins quand ils demandaient où étaient nos parents. Et maintenant, vous arrivez ici et vous prétendez pouvoir tout arranger. Les paroles de son fils frappèrent Miguel comme un coup de tonnerre. Il n'avait jamais vraiment réfléchi à ce que ses enfants avaient vécu en son absence, à la responsabilité qui était tombée sur les épaules d'un garçon de 15 ans. « Mon fils,
Je sais que tu as souffert. Plus qu'aucun enfant ne devrait souffrir. Mais je suis là maintenant. Et je ferai tout mon possible pour regagner ta confiance. La confiance? Alejandro sourit amèrement. Vous voulez regagner notre confiance? Alors dites-moi, comment allez-vous payer le loyer? Comment allez-vous acheter de la nourriture? Comment allez-vous acheter des vêtements pour vos enfants qui grandissent? Comment allez-vous payer l'électricité, qui est coupée depuis 6 mois? Miguel se tut. Il n'avait de réponse à aucune de ces questions. Exactement, dit Alejandro en secouant la tête. Vous n'avez pas de réponse parce que vous n'avez réfléchi à rien. Vous êtes simplement venu ici parce que vous n'aviez nulle part où aller. Alejandro, dit Daniela d'un ton sévère en apparaissant sur le seuil de la maison. Ne parle pas comme ça à papa. Papa? S'écria-t-il. Papa, c'est quelqu'un qui se soucie de nous, qui est là, qui nous protège. Ce n'est pas notre père. C'est juste un homme qui est arrivé ici. Alejandro descendit les marches et commença à partir. Où vas-tu? Cria Miguel. Vers les montagnes. Là où je pense, répondit le garçon sans se retourner. Miguel voulait le rattraper, mais Daniela lui tenait la main. Laisse-le tranquille, papa. Quand il est aussi en colère, il vaut mieux le laisser seul. Miguel était assis sur les marches du perron, sentant le poids de la culpabilité lui peser sur la poitrine. Je ne savais pas que tu avais dû traverser tout ça, dit-il doucement. Je ne savais pas que c'était si terrible. Nous ne voulons pas que tu te sentes coupable, dit timidement Carlos en s'approchant. Nous savons que ce n'était pas de ta faute. C'est ma faute, fiston, répondit Miguel. J'aurais dû me battre davantage pour sortir plus tôt. J'aurais dû prouver mon innocence plus tôt. Comment avez-vous prouvé votre innocence? Demanda Daniela en s'asseyant à côté de lui. Miguel prit une profonde inspiration. Tu te souviens de Paquito? Mon meilleur ami avant mon arrestation? Je me souviens, répondit-elle. Il venait souvent chez nous. C'est lui qui a volé et qui m'a accusé. Il a mis les objets volés dans ma voiture et m'a dénoncé à la police. Mais un enquêteur a trouvé des preuves qu'il mentait, et il a fini par avouer. Et maintenant, il est en prison. Demanda Daniela. Je ne sais pas, ma fille. Quand je suis parti, je n'avais qu'une seule préoccupation, te retrouver. Andrés s'approcha et monta sur ses genoux. Papa, tu repars déjà? Plus jamais ça, mon fils. Jamais. Papa, dit Daniela avec hésitation, nous n'avons plus assez de lits pour tout le monde. Quand maman est partie, elle a emporté le matelas de sa chambre. Miguel jeta un coup d'œil autour de la maison. Il n'y avait presque pas de meubles, un vieux canapé dans le salon, une petite table dans la cuisine et peut-être un lit dans la chambre d'enfant. C'est bon, ma fille. Je dormirai sur le canapé. Mais le canapé est cassé, dit Carlos. Il y a un ressort qui vous rentre dans le dos. Miguel sourit malgré tout. J'ai dormi dans des endroits bien pires, fiston. Ne t'inquiète pas. À ce moment-là, ils entendirent une voiture s'arrêter près de la maison. Miguel se leva et vit une femme élégamment vêtue d'un tailleur gris sortir d'un véhicule de service. Bonjour, dit-elle en montant les marches. Je suis le docteur Gabriela, l'assistante sociale municipale. Je dois parler aux personnes responsables de ces enfants. Le cœur de Miguel se mit à battre la chamade. L'apparence de l'assistante sociale n'augurait rien de bon. Je suis leur père, dit-il en essayant de parler avec assurance. Êtes-vous Miguel Ramirez? Demanda-t-elle en regardant le dossier. Oui. Avez-vous déjà été en prison? Oui, mais j'ai été déclaré non coupable. J'ai des preuves. Elle parcourut rapidement les papiers du regard. Je comprends. Mais cela ne change rien au fait que nous avons reçu plusieurs plaintes concernant ces enfants vivant seuls et dans des conditions insalubres. Des plaintes de qui? Demanda Miguel, sentant la colère monter en lui. Je ne peux pas divulguer l'identité des demandeurs, mais ce sont des personnes soucieuses du bien-être des enfants. Je viens de rentrer, a-t-il dit. Je n'ai pas eu le temps de tout réparer. Je comprends, répondit-elle. Mais j'ai besoin d'évaluer la situation actuelle en matière de logement et de garde d'enfants. Puis-je entrer?
Miguel savait qu'il ne pouvait pas refuser. La maison laissait une impression déprimante, des fuites, des vitres cassées, des fils électriques apparents, des trous dans le toit, aucune plomberie et une salle de bain dans un état déplorable. Les enfants, dit doucement Gabriella, montrez-moi où vous dormez. Dans la seule pièce, il y avait un vieux matelas à même le sol et plusieurs couvertures déchirées. Vous dormez tous les quatre ici? Oui, répondit Daniela à voix basse. Où te laves-tu? Là-bas, dit Carlos en désignant la cour. On fait chauffer de l'eau sur le feu. L'assistante sociale a tout noté, fronçant les sourcils de plus en plus. Monsieur Ramirez, ces conditions sont inacceptables pour des enfants. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni installation sanitaire de base. Donnez-moi une chance, supplia Miguel. De combien de temps ai-je besoin? À votre avis, combien? Quelques semaines, un mois. Un mois? L'interrompit-elle. Ces enfants ne peuvent pas vivre comme ça, même pas un mois. Si la situation ne s'améliore pas d'ici 15 jours, je serai obligé de les retirer et de les placer dans des familles d'accueil ou des foyers. Le monde s'est effondré autour de Miguel. Il venait de récupérer ses enfants et était sur le point de les perdre à nouveau. S'il vous plaît. Je vais tout arranger. Il ne s'agit pas de promesses, dit-elle froidement. Il s'agit de garanties. Quand elle est partie, le silence s'est installé dans la maison. Papa, murmura Daniela, est-ce qu'elle vient nous chercher? Non, dit Miguel, sans savoir comment. Je ne laisserai pas cela se produire. À ce moment-là, Alejandro apparut sur le seuil. Il avait manifestement entendu la conversation. Vous voyez maintenant où cela nous a menés, dit-il avec amertume. Nous serons divisés à cause de vous. Ce n'est pas sa faute, a déclaré Daniela. S'il n'était pas venu, personne n'aurait appelé les services sociaux. On s'est débrouillé seul. Tu n'as pas su gérer la situation. S'exclama Miguel. Tu étais affamé, sale et maigre. Ce n'est pas ça, gérer la situation. Mais nous étions ensemble. Cria Alejandro avant de ressortir en courant de la maison. Miguel s'est affalé sur le canapé défoncé, le visage enfoui dans ses mains. Moins de 24 heures après sa sortie de prison, sa vie avait basculé dans le chaos. Il n'avait ni argent, ni travail, ni la confiance de ses enfants et seulement 15 jours pour tout changer. Il a passé 8 ans en prison. 8 années volées par les mensonges. Quand Mikhail Romanov il parvint enfin à prouver son innocence et franchit les portes de la colonie pénitentiaire de la zone industrielle de la région de Yaroslavl, les mains tremblantes. Il serrait entre ses doigts un mince dossier de documents officiels, les lignes sèches, les sceaux et les signatures confirmaient l'erreur judiciaire qui avait détruit sa famille et anéanti près de 10 ans de sa vie. Il ne ressentait pas de joie. Seulement de la fatigue et de l'anxiété. Mikhail marchait lentement sur le chemin de terre qui menait à sa vieille maison, dans un petit hameau près de Rostov-la-Grande. À chaque pas, son cœur s'emballait. Là, derrière les bouleaux, devait se trouver la vieille cabane en bois où il avait laissé sa femme Anna 4 jeunes enfants. Mais même de loin, il se rendait compte que quelque chose n'allait pas. Le toit s'est affaissé. La peinture des murs s'est complètement détachée. Le silence règne dans la cour, pas de fumée, pas de mouvement. En s'approchant et en apercevant 4 enfants maigres et sales debout sur le perron délabré de la maison, Mikhail dut s'appuyer sur le chambranle pourri de la porte pour ne pas tomber. Le plus grand d'entre eux, celui qui devait avoir 15 ans à cet âge-là, le regarda avec une méfiance et une suspicion qui lui transpercèrent le cœur. Papa, l'aîné, expira, Alexei, comme s'il ne croyait pas ses propres yeux. Bonjour mes enfants, parvint à dire Mikhail, mais sa voix se brisa. Il les regarda et ne les reconnut pas. Daria, elle, qui avait 7 ans au moment de son arrestation, paraissait désormais plus âgée que son âge. Jumeaux, Kirill et André, ceux dont il se souvenait comme des enfants de 3 ans, se tenaient maintenant devant lui, des garçons de 11 ans, et le regardaient comme s'il était un étranger. « Où est votre mère » demanda Mikhail, remarquant les vêtements déchirés, les visages sales et le fait que les enfants ne s'étaient visiblement pas lavés depuis plusieurs jours. Alexei a répondu sèchement, et non pas de manière enfantine. Elle est partie il y a 2 ans. Partie, demanda Mikhail, sentant ses jambes flancher. Elle nous a abandonnés. Et elle n'est jamais revenue. 8 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et maintenant,
la vérité est que ses enfants ont vécu seuls pendant 2 ans dans une maison qui tombait littéralement en ruine. Comment avez-vous vécu? Demanda-t-il en montant les marches grinçantes du porche. On s'en sort, dit Daria en croisant les bras. Alexei travaille à temps partiel en ville. Je m'occupe des plus jeunes. On cultive des pommes de terre et des légumes derrière la maison. Mikhaïl contempla les visages maigres de ses enfants et ressentit à la fois de la fierté et du désespoir. Fierté parce qu'ils ont survécu. Le désespoir, car ils n'étaient jamais censés survivre. Papa, demanda doucement Andreï, l'un des jumeaux, les larmes aux yeux, pourquoi nous as-tu quittés et abandonnés? Mikhaïl s'est agenouillé devant les enfants. Je ne suis pas parti, mon fils. J'ai été emprisonné pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais maintenant, j'ai prouvé la vérité. Je suis revenu pour prendre soin de toi. Mensonge. Alexei cria, les yeux brillants de colère. Si tu étais innocent, il ne t'aurait pas gardé pendant tant d'années. Maman a dit que tu étais un voleur et que tu ne reviendrais jamais. Les paroles du fils aîné blessent plus fort que n'importe quel point. Anna a menti aux enfants. Elle leur a fait croire que leur père était coupable et les a abandonnés lui-même. Alexei, je comprends que tu aies du mal à le croire, dit Mikhaïl en sortant de sa poche un dossier froissé. Voici les documents. Le véritable coupable a avoué. Je n'ai jamais commis de crime. Je ne veux voir aucun papier. Cria le garçon, les larmes ruisselant sur ses joues sales. Tu n'étais pas là quand maman a commencé à boire. Tu n'étais pas là quand elle a amené des inconnus. Tu n'étais pas là quand elle est tombée malade et qu'elle est devenue maigre comme un clou. Tu n'étais pas là quand elle est partie la nuit, en laissant un mot disant qu'elle n'en pouvait plus. Chaque mot transperçait la poitrine de Mikhaïl. Il a perdu 8 années de la vie de ses enfants et eux, ils ont perdu bien plus. Pardonne-moi, mon fils, murmura-t-il en tendant les mains. Non. Alexei a cédé. Maintenant, tu veux revenir et faire semblant d'être un père. On n'a pas besoin de ça. On a déjà survécu. Alexei, s'il te plaît, intervint Daria en posant la main sur l'épaule de son frère. C'est notre père. Il ne représente rien pour nous. Cria Alexei avant de se précipiter dans la maison. Mikhaïl resta sur le perron, observant ses 3 enfants qui le regardaient avec inquiétude et peur. La maison était dans un état déplorable, un plancher pourri, des trous dans le toit laissant entrevoir le ciel, une forte odeur d'humidité et de moisissure. « Papa, tu resteras » demanda timidement Kirill. « Oui, mon fils. Je resterai. Et je ne partirai plus jamais. Tu vas réparer la maison » demanda Andreï. « Quand il pleut, toute notre chambre est trempée. Je vais tout arranger. Je vais prendre soin de toi, dit Mikhaïl, réalisant qu'il n'avait ni argent, ni plan, ni force. Il a quitté la prison avec pour seul bien les vêtements qu'il portait et quelques centaines de roubles, qui sont distribués aux personnes libérées. Daria s'approcha prudemment et lui toucha la main. « Papa, je me souviens comment tu me chantais des chansons quand j'étais petit. Est-ce vrai? » Oui. Une chanson sur une hirondelle. Le cœur de Mikhaïl se serra et se réchauffa simultanément. Avalé, avalé, rentré à la maison, il chantait doucement. Pour la première fois depuis longtemps, les yeux de Daria s'illuminèrent. Celui-ci, murmura-t-elle. Celui-là même. Et pour la première fois depuis son retour, elle sourit. Papa, dit Andreï en se frottant le ventre, j'ai faim. Moi aussi, a ajouté Kirill. Mikhaïl regarda autour de lui et réalisa qu'il n'y avait rien à manger. Aucune odeur de cuisine. Pas une miette sur la table. Que as-tu mangé aujourd'hui? Demanda-t-il. Rien, répondit Daria d'une voix douce. Alexei comptait aller en ville gagner de l'argent, mais quand tu es arrivé, il n'y est pas allé. Le désespoir submergea Mikhaïl. Ses enfants mouraient de faim et il n'avait que quelques centaines de roubles en poche. Attends ici, dit-il en sortant l'argent. Je vais au magasin de ma tante. Marie. Daria lui prit la main. Papa, elle ne nous prête plus d'argent. Maman lui devait beaucoup d'argent avant de partir. Mikhaïl hocha la tête, dissimulant son anxiété. C'est bon, j'ai de l'argent. Il descendit la route jusqu'à la petite épicerie du village. Chaque pas était difficile.
2 ans. Ses enfants vécurent seuls pendant 2 ans. La boutique de tante Maria n'avait pratiquement pas changé en 8 ans. Le même comptoir en bois, les mêmes étagères. Maria elle-même, aujourd'hui septuagénaire, l'a reconnue immédiatement. « Mikhaïl ? Tu es sorti ?» « Je suis sorti. J'ai prouvé mon innocence. » Elle le regarda avec méfiance. « De quoi avez-vous besoin ? » « Acheter de la nourriture. Mes enfants n'ont rien à manger. » Maria croisa les bras. « Votre femme me devait plus de 1000 roubles. Elle est partie et a disparu. Comment savoir que vous ne ferez pas la même chose ? » Mikhaïl a montré l'argent. « J'en ai juste besoin d'un peu. Juste pour aujourd'hui. » Elle hésita longuement, puis hocha la tête. « En espèces seulement. » Il acheta des céréales, des pâtes, de la viande hachée, du beurre et du pain. Il ne lui restait plus d'argent, mais au moins les enfants auraient de quoi manger. À son retour, Alexei était assis sur le porche. « J'ai apporté à manger, » dit Mikhaïl. « Avec quel argent ? » demanda-t-il froidement. « Était. Tu mens. Personne ne sort de prison avec de l'argent. » Michael soupira. « Voilà ce qu'ils m'ont donné lors de la libération. »« Et tu as tout dépensé ? Qu'est-ce qu'on va manger demain ? » ?»« Je vais trouver quelque chose. »« Quoi ? » s'exclama Alexei. « Tu n'as pas de travail. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as rien. » Il se leva en serrant les poings. « J'ai dû devenir adulte trop tôt. J'ai abandonné l'école. Je m'occupais d'eux. Et puis on arrive et on pense qu'on va tout résoudre. » Mikhaïl écouta sans interrompre. « Je sais que tu as souffert, » dit-il finalement. « Mais je suis là. Je me battrai. » « Se battre contre quoi ? » Alexei sourit amèrement. Il n'y a pas eu de réponse. À ce moment-là, une voiture s'est arrêtée devant la maison. Une femme en manteau habillée en est sortie. « Bonjour. Olga Sergevna, je dois parler à la personne responsable des enfants, l'assistante sociale du district. » Le cœur de Mikhaïl se serra. « Je suis leur père. »« Êtes-vous Mikhaïl Romanov ?» demanda-t-elle en consultant le dossier. « Étiez-vous en prison avant aujourd'hui ? » « Oui. Mais j'ai été acquitté. » Elle a regardé autour d'elle. « Nous avons reçu plusieurs plaintes. Des enfants vivaient ici seuls dans des conditions inacceptables. Je viens de rentrer, » dit Mikhaïl. « Donnez-moi le temps de tout arranger. Je dois évaluer la situation. » Il la laissa entrer dans la maison. Humidité. Fils électrique dénudé. Manque d'eau. Meubles cassés. « Où dormez-vous ? » demanda-t-elle aux enfants. Dans une pièce, un vieux matelas gisait à même le sol. Sont-ils tous les 4 là ? Oui. Olga Sergevna a tout noté sans lever les yeux. Ces conditions sont dangereuses. Il n'y a ni eau, ni électricité, ni hygiène adéquate. Je vais tout arranger, a plaidé Mikhaïl. J'ai besoin de temps. Combien ? Quelques semaines, un mois. Non, répondit-elle fermement. Vous avez 15 jours. Si la situation ne s'améliore pas, les enfants seront placés dans un orphelinat ou une famille d'accueil. Le monde s'est effondré. S'il vous plaît, murmura-t-il. Je dois protéger les enfants, a-t-elle dit avant de partir. Le silence régnait dans la maison. Papa, dit Daria d'une voix tremblante. Est-ce qu'elle viendra nous chercher ? Non, répondit Mikhaïl, sans savoir comment. Je ne le permettrai pas. Alexei se tenait sur le seuil, pâle. Maintenant vous voyez, dit-il, nous serons divisés à cause de vous. Non, répondit sèchement Mikhaïl. Tu n'allais pas bien. Tu mourais de faim. Au moins, nous étions ensemble. Cria Alexei avant de s'enfuir. Mikhaïl s'est affalé sur le canapé défoncé, se couvrant le visage de ses mains. Moins de 24 heures après sa libération, il était de nouveau sur le point de perdre ses enfants. Papa, dit Daria doucement. On peut y arriver. Il la regarda et comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le lendemain matin, Mikhaïl quitta la maison avant l'aube. Les enfants dormaient, blottis les uns contre les autres sur un matelas,
comme des chiots par une nuit froide. Il se tenait sur le seuil, les regardant, et pour la première fois, il ressentit une véritable peur. Non pas de la prison. Non pas de la pauvreté. Mais de les perdre à nouveau. Il n'a laissé aucun mot. Il ne voulait pas la réveiller. Il a simplement refermé la porte doucement et s'est dirigé vers la ville. Rostov-la-Grande s'éveilla lentement. Une aube grise, quelques voitures sporadiques, une odeur d'humidité. Mikhaïl marcha où il n'avait pas d'argent pour le bus. Il se répétait la même chose, j'ai besoin d'un emploi pas bon. N'importe lequel. La première était une base de construction près de l'autoroute. Avez-vous besoin de travailleurs? Demanda-t-il à l'homme à la porte. Avez-vous des documents? Manger. Expérience? Construction, charpenterie, toiture, finition. Où travaillez-vous auparavant? Moi aussi. Jusqu'à ce que, il se tue. En prison? L'homme le regarda attentivement. Nous n'avons pas besoin de gens comme ça. La deuxième porte se referma encore plus vite. Il n'y a pas de poste vacant. Viens plus tard. Nous vous rappellerons. À midi, il avait fait le tour de presque toute la ville. Boucherie. Composition. Service automobile. Marché. Quelque part, ils ont refusé poliment, ailleurs, ils n'ont même pas écouté. Point assise, elle planait dans l'air même lorsqu'elle n'était pas exprimée à voix haute. Le soir venu, il était assis sur un banc près de l'ancien centre communautaire, la tête baissée. Il n'avait rien dans ses poches. 15 jours s'écoulaient dans sa mémoire. Êtes-vous Mikhaïl Romanov? Il leva les yeux. Une femme d'une soixantaine d'années se tenait devant lui. Elle portait un manteau soigné, un châle gris et un regard serein. Oui. Mon nom est Ekaterina Ivanovna, j'y habite à 2 rues d'ici. Mon défunt mari était charpentier. La maison est vieille, il y a toujours quelque chose qui casse. On me dit que vous êtes bricoleur. Mikhaïl n'a pas tout de suite compris ce qu'elle proposait. Je peux regarder, dit-il prudemment. Elle le conduisit à sa maison ancienne mais bien entretenue. Le toit fuyait, la porte coinçait, le plancher était gondolé. Combien allez-vous me facturer? Demanda-t-elle. Combien pouvez-vous payer? Je ne donne pas l'aumône, répondit-elle calmement. Je paie pour du travail. Il travailla toute la journée. Sans s'arrêter. Sans se plaindre. Il répara, rafistola, redressa. Au coucher du soleil, Ekaterina Ivanovna lui remit de l'argent et un sac de nourriture. Ce n'est pas un paiement. C'est pour que les enfants puissent manger. Mikhaïl ne put répondre immédiatement. Il se contenta d'acquiescer. Le lendemain, elle le recommanda à un voisin, puis à une connaissance. Il n'y avait pas beaucoup de travail, mais l'occasion se présenta. Il rentra chez lui fatigué et sale, mais les bras chargés de provisions. Les enfants l'attendirent à la porte. « Papa, tu as vraiment trouvé un travail? » « Oui, ma fille. »« Un peu. » « Mais honnêtement. » Alexei resta silencieux. Il observa de loin. Mais il ne repartit pas. Une semaine s'est écoulée. Puis le deuxième. La maison a changé lentement. Ils ont d'abord réparé le toit. Ils ont ensuite installé une alimentation électrique temporaire. Nous avons ensuite acheté des lits anciens, mais complets. Mikhaïl travaillait jusqu'à l'épuisement. Parfois, il rentrait chez lui le soir. Parfois, il s'endormait à même le sol. Mais chaque jour, il accomplissait quelque chose. Le 10e jour, la même voiture s'est de nouveau présentée devant la maison. Olga Sergeyevna sortit, regarda autour d'elle et se figea. Y a-t-il de la lumière? Manger. Oh. Extrait d'une chronique pour le moment, mais régulièrement. Des lits? Elle entra dans la maison. Elle regarda. Elle nota. Vous avez fait beaucoup de choses, dit-elle finalement. Mais je dois revenir. Le contrôle final aura lieu dans 5 jours. Quand elle est partie, Mikhaïl a expiré pour la première fois depuis longtemps. On va y arriver, a dit Daria. Bien sûr, répondit-il. Le soir, Alexei est venu lui-même.
Tu fais vraiment des efforts, dit-il doucement. Oui. Hésita-t-il. Je ne sais pas si je peux te pardonner tout de suite. Je ne te pose pas de questions, répondit Mikhaïl. Sois juste là. Alexei acquiesça. Cette nuit-là, pour la première fois en 8 ans, Mikhaïl dormit sans cauchemar. Les jours précédant l'inspection finale s'éternisaient. Mikhaïl dormait à peine. Il se levait avant l'aube, allait travailler et revenait avec les bras endoloris et le dos endolori. La maison ne tombait plus en ruine, mais elle restait fragile, à l'image de leur nouvelle vie. Les enfants ont aidé du mieux qu'ils ont pu. Daria lavait les sols et préparait des plats simples. Les jumeaux transportaient de l'eau, ramassaient du bois de chauffage et réparaient la clôture. Alexei garda le silence, mais ne protesta plus. Parfois, il s'asseyait simplement à côté de son père sur le porche, le regard perdu dans l'obscurité. Le 14e jour, la veille de la visite des services sociaux, on a frappé à la porte. Mikhaïl l'ouvrit et se figea. Une femme se tenait sur le seuil. Anna. Elle avait radicalement changé. Maigre, le regard terne, son vieux manteau pendait sur elle comme un cintre. Ses cheveux étaient négligemment tirés en arrière, ses mains tremblaient. Elle sentait l'alcool bon marché et les médicaments. « Misha, dit-elle d'une voix rauque. J'ai entendu dire que tu étais de retour. » Les enfants sortirent dans le couloir. Daria pâlit. Les jumeaux ont d'abord fait un pas en avant, puis se sont arrêtés. Alexei se figea, comme transformé en pierre. « Pourquoi êtes-vous venu » demanda Mikhaïl, sans élever la voix. Anna baissa les yeux. Je veux voir les enfants. Tu es parti, dit Daria d'une voix calme mais ferme. Tu nous as abandonnés. Anna tressaillit comme si elle avait reçu une gifle. J'étais malade, murmura-t-elle. Je n'arrivais pas à gérer. J'ai bu. J'avais peur. Je pensais que tu serais mieux sans moi. Sans toi, nous étions malheureux, dit Alexei, la voix tremblante de rage contenue. Nous vivions seuls. Nous mourions de faim. J'ai abandonné l'école. Anna se couvrit le visage de ses mains. Je sais, répéta-t-elle. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Mikhaïl resta longtemps silencieux. Puis il dit. On ne peut pas simplement revenir en arrière. Il y a un système pour les enfants. Il y a une vérification des antécédents. Il y a un risque qu'ils soient placés. Je ne veux pas vous les enlever, dit rapidement Anna. Je voulais juste les voir. Je voulais m'assurer qu'ils étaient vivants. Les jumeaux la regardèrent, perplexes. Ils se souvenaient vaguement de leur mère, plus comme d'une ombre que comme d'une personne. Maman, dit Andreï avec hésitation. Tu vas repartir ? Anna le regarda et se mit à pleurer. Je ne sais pas, répondit-elle honnêtement. J'essaie de guérir. Parfois ça marche. Parfois non. Cette honnêteté était plus terrible que n'importe quel mensonge. Tu ne peux pas rester ici, dit Mikhaïl. Pas maintenant. Anna hocha la tête. Elle avait compris. Elle est partie aussi discrètement qu'elle était venue. Une fois la porte fermée, la maison devenait irrespirable. Est-ce qu'elle va revenir ? Demanda Kirill. Je ne sais pas, répondit Mikhaïl. Mais pour l'instant, le plus important, c'est nous. Alexei n'a pas pu dormir pendant longtemps cette nuit-là. Papa, dit-il dans l'obscurité. S'il nous emmène, je m'occuperai des petits. Où que nous soyons. Mikhaïl s'assit à côté de lui. Non, mon fils. Cela n'arrivera pas. Olga Sergevna est arrivée le matin. Elle a inspecté la maison, s'est entretenue séparément avec les enfants et a examiné les documents relatifs au travail temporaire de Mikhaïl. La situation s'est améliorée, a-t-elle finalement déclaré. Les enfants resteront avec vous. Mais la surveillance se poursuivra. Daria éclata en sanglots de soulagement. Les jumeaux ont serré leur père dans leurs bras. Alexei expira comme s'il avait retenu son souffle pendant tous ces jours. Lorsque la voiture s'éloigna, Mikhaïl s'assit sur le perron. Ses mains tremblaient, désormais de fatigue et non plus de peur. Nous avons déjà vécu ça, a déclaré Daria. On en a fini pour le moment, a-t-il répondu.
La vie ne deviendra pas plus facile tout de suite. Mais nous sommes ensemble, a ajouté Alexei. Et c'était plus qu'une réconciliation. C'était un aveu. Le soir, ils s'asseyaient à table, mangeaient un simple porridge, du pain et buvaient du thé. Papa, demanda Kirill, qui est maman pour nous maintenant? Mikhaïl y réfléchit. Elle fait partie de notre histoire. Mais notre famille est ici. Il faisait nuit dehors. La maison était toujours vieille, pauvre et imparfaite. Mais elle n'était plus seule. La vie n'a pas changé immédiatement. Il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de tournant soudain après lequel tout est devenu facile. Il y a eu des jours où l'argent est revenu à la charge. Il y avait des soirs où Mikhaïl rentrait chez lui en silence, le regard vide, trop fatigué pour parler. Il y avait des nuits où Daria pleurait en silence dans son oreiller, et Alexei sortait dans la cour pour que personne ne voie ses larmes. Mais la maison tenait bon. Et les enfants y restèrent. Alexei retourna à l'école. Avec difficulté. En retard. Se sentant déconnecté de la vie. Mais il y retourna, car son père était là et ne l'avait jamais quitté. Mikhaïl se levait plus tôt que tout le monde pour travailler et se couchait plus tard pour être présent si quelqu'un n'arrivait pas à dormir. Daria redevint une enfant, lentement, prudemment, comme pour tâter le terrain. Elle se mit à rire. Pas tout de suite. Pas fort. Mais sincèrement. Les jumeaux ont grandi vite. Ils ont cessé de sursauter à chaque coup frappé à la porte. Ils ont cessé de demander qui serait avec eux le lendemain. Anna apparaissait rarement. Parfois sobre, le regard clair. Parfois, le regard déchiré, le regard vide. Elle a cherché un traitement. Elle a rechuté. Elle est revenue. Elle a perdu confiance. Elle a recommencé. Elle n'a pas été effacée. Mais elle n'a pas non plus été pleinement réintégrée. Tu peux être une mère, dit un jour Mikhaïl, mais pas la maîtresse de leur vie. Anna acquiesça. C'était douloureux, mais honnête. Les années ont passé. Mikhaïl a cessé d'accepter des petits boulots. On a recommencé à l'appeler par son nom. On l'a recommandé. Il est redevenu une personne de confiance. Puis, on est devenu quelqu'un vers qui les gens venaient chercher conseil. Et tout a commencé dans une maison, où il a dit un jour « Je resterai », et ne sont pas partis. Et Katrina Ivanovna, celle-là même qui lui avait donné du travail, commença à venir plus souvent. D'abord pour demander des réparations. Puis, avec des tartes. Puis, comme ça, sans raison particulière. Elle n'a pas remplacé Anna. Elle est devenue une personne qu'on n'avait plus besoin de remplacer. Les enfants ne l'ont pas accepté tout de suite. Mais ils ont accepté. Elle ne se considérait pas comme une mère. Elle était tout près. J'ai écouté. Resté. Ils se sont mariés discrètement. Sans invité. Sans cérémonie. Ils ont simplement signé les papiers et sont rentrés chez eux, où leurs enfants les attendaient. Anna l'a appris plus tard. Elle a pleuré. Mais pas de colère. De compréhension. Tu as bien fait, dit-elle à Mikhaïl. Je n'aurais pas pu. Mais toi, tu l'as pu. À cette époque, Alexei était déjà adulte. Il travaillait, étudiait, s'était construit une vie, mais il rentrait chez lui tous les week-ends. Non par devoir, mais par choix. Il était une fois Carlos, maintenant déjà Kirill, demanda-t-il à table. Papa, regrettes-tu le passé? Mikhaïl resta longtemps silencieux. Puis il répondit. Je regrette la douleur. Mais pas le chemin. Car c'est lui qui nous a menés ici. Daria l'observa attentivement. Et si vous pouviez tout changer? Il secoua la tête. Alors vous ne seriez pas qui vous êtes. Ils s'assirent à la même table qui était restée vide un jour. La maison était toujours simple, sans luxe. Mais il y régnait un certain ordre, des rires, et une atmosphère chaleureuse. Parfois, Mikhaïl chantait encore. Pas pour un public. Pas pour de l'argent. Il chantait le soir, quand la maison dormait, doucement, presque à voix basse cette même chanson sur l'hirondelle. Et chaque fois qu'il avait terminé, il ressentait la même chose. La vie lui a volé 8 ans.
Mais n'a pas pu voler l'essentiel. Il est resté. Et cela suffisait.